Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Daniel Schneiderman. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, vous avez fondé en 2007 le site de critique des médias Arrêt sur Image, qui était auparavant une émission sur France 5. Vous venez de publier Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler aux éditions du Seuil, dans lequel vous revenez sur le suivisme, voire sur l'aveuglement des journalistes et notamment des correspondants étrangers dans la montée du nazisme. Alors ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage, c'est votre sidération, vous l'écrivez, avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis. Vous assumez vraiment le parallélisme entre Trump et Hitler ? Non, par contre, non, on a très vite vu que Trump n'était pas Hitler. Je veux dire, au bout de quelques mois, on l'a vu, puis c'est confirmé aujourd'hui. Par contre, ce que j'assume, c'est le parallélisme des sidérations. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes, aux États-Unis, mais pas seulement, c'est-à-dire en France aussi, moi aussi, ont été absolument sidérés d'avoir à prononcer les mots « le président des États-Unis, virgule, Donald Trump ». Et il y a une sidération parallèle, si vous voulez. C'est la première fois où les journalistes étrangers en Allemagne, à Berlin, qui sont mon cœur de sujet, doivent écrire le chancelier Adolf Hitler. Ça paraissait quand même invraisemblable quelques mois plus tôt. Alors oui, mais c'est plutôt là, parce que en 2016, les journalistes n'avaient pas prévu l'arrivée de Trump. En revanche, ils considéraient tous que c'était une catastrophe s'il arrivait au pouvoir. Alors que vous, ce que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est plutôt une fois que Trump est au pouvoir... une fois qu'Hitler est au pouvoir, que les journalistes ne se rendent pas compte en fait de la politique qu'il est en train d'appliquer. Voilà, vous avez tout à fait raison. C'est plus la différence, si vous voulez, entre les deux situations et celle-là. C'est-à-dire que Hitler arrive au pouvoir. Très vite, on se rend compte que ça va être un régime d'une barbarie encore jamais vue et inégalée. On s'en rend compte parce que dans le premier mois, si vous voulez, 5000 militants communistes allemands sont envoyés dans les camps sans aucun procès et sans plus donner aucun signe de vie pendant des mois et des mois. Très vite a lieu le boycott des commerces juifs le 1er avril 1933, c'est-à-dire 2 mois après l'arrivée d'Hitler, avec vous savez, c'est l'image qu'on voit dans les livres d'histoire, avec les SA qui montent la garde devant les magasins juifs et les grandes pancartes « on n'achète pas chez les juifs ». Donc très vite, on se rend compte que ça va être quelque chose qui va ressembler à ce qu'on n'a jamais vu. Et pourtant, ils ne vont pas le raconter. Donc, oui, ils vont le raconter très imparfaitement, de manière très fragmentaire, ce qui fait que les lecteurs à l'époque français, britanniques, américains, vont être perdus, ne vont pas comprendre tout de suite ce qui se met en place. Alors, je ne dis pas que c'était absolument évident tout de suite, parce que là où c'est compliqué, c'est qu'en même temps qu'il y avait ces signes aveuglants de barbarie, il y avait aussi des signes contraires de normalité. C'est-à-dire que la vie ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain à Berlin. C'est-à-dire toujours aussi, un semblant de démocratie. Il y avait toujours un semblant de démocratie, de moins en moins, mais par exemple Hitler s'est fait légalement voter les pleins pouvoirs par le Reichstag. Et ça a d'ailleurs été le dernier acte politique du Reichstag. Et puis la vie continuait, je veux dire, la communauté juive, dans son ensemble, continuait à déjeuner au restaurant. Je veux dire, il faut bien voir que la persécution antisémite a été graduelle. Donc il y a quand même des signes de normalité aussi. Mais par exemple, il y a des journalistes qui très vite assistent à des lynchages. Par exemple, je raconte l'histoire de journalistes américains qui dans l'été 1933, assistent au lynchage d'une fille à Nuremberg parce qu'elle est soupçonnée de sortir avec un juif. Ils ne vont pas le raconter. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de l'autocensure, c'est de l'anticommunisme pour des raisons différentes. D'abord parce que il faut bien dire que l'antisémitisme ne s'est pas installé en Allemagne avec Hitler. Dans les années précédentes, sous la République de Weimar, il y a un antisémitisme de rue, il y a un antisémitisme dans certaines écoles. Ce qui est nouveau avec Hitler, c'est l'antisémitisme d'État. Mais si vous voulez, il y a un continuum quand même avec ce qui se passe avant. Il y a donc, voilà, ça peut expliquer que les regards soient... Et l'antisémitisme ne s'arrête pas non plus aux frontières de l'Allemagne. Et l'antisémitisme ne s'arrête pas aux frontières de l'Allemagne. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Je cite des passages, par exemple, d'un journal qui s'appelle Paris Soir en France, de reportages dans les ghettos de Varsovie, par exemple, qui sont hallucinants.
hallucinant de supériorité, d'inhumanité et d'antisémitisme soft, si j'ose dire. Alors que Paris Soir est dirigé par un journaliste juif qui aura un grand avenir par la suite, qui s'appelle Pierre Lazarev. Donc voilà, ça c'est bien les paradoxes de l'époque. Alors là, vous parlez d'antisémitisme, mais pour beaucoup, vous parlez aussi beaucoup d'inconscience. Il y a comme une sorte d'inconscience de ce qui est en train de se passer. Et vous parlez notamment de Roger Vaillant de Paris Soir, qui est passé... vous dites en fait qu'on peut être un bon journaliste sans pour autant saisir en fait les moments clés de l'histoire. Oui, Roger Vaillant, par exemple, qui va devenir ensuite un grand écrivain, qui est au début de sa carrière, là, donc comme beaucoup d'écrivains, il commence sa carrière comme journaliste. Il assiste précisément au boycott du 1er avril, et lui, il raconte un truc sympa, où tout le monde joue son rôle, où il voit un SA qui n'ose pas trop interdire à une fille de rentrer dans un magasin, donc il raconte ça vraiment comme un truc anodin. Mais lui, en plus, il pense que c'est un peu parce qu'elle est habillée de façon un peu... Oui, enfin, il voit une scène, oui. il voit une scène de genre. Une scène de marivaudage, si vous voulez. Et il a raison, enfin, je veux dire, il a vraiment vu ça. Mais du coup, il a totalement tort historiquement, c'est-à-dire qu'il ne saisit pas du tout. On est plongé, c'est comme l'histoire de la grenouille dans le bocal dont l'eau arrive à ébullition progressivement, là. Je veux dire, ils vont plonger tous dans l'atrocité sans s'en rendre compte parce que ça se passe graduellement. Et aujourd'hui, c'est comme ça aussi que vous jugez certains de vos confrères ? Sur quel genre de sujet ? À la fois sur Trump, mais même on peut penser à des situations équivalentes en Europe. En Europe, quand on regarde ce qui se passe en Italie, en Hongrie, même en France dans une certaine mesure. Ou au Brésil, par exemple. Ou au Brésil, par exemple. Ce livre ne m'a pas incité aujourd'hui, si vous voulez, à voir du fascisme partout. Ça aurait pu, je veux dire... Mais je pense que voir du fascisme partout et tout appeler fascisme serait une erreur. Ce livre, je veux dire, cette expédition que j'ai faite, si elle m'incite à quelque chose, c'est plutôt à essayer dans chaque situation de trouver les mots les plus justes pour la nommer, si vous voulez. C'est-à-dire ne pas la sous-nommer, comme l'ont fait tous les journalistes de 1933, ne pas la surnommer non plus. Parce que si vous surnommez, vous voyez, si vous nommez au-dessus, vous nommez pas juste. C'est très préoccupant, Bolsonaro, c'est très préoccupant, l'Italie, c'est très préoccupant, la Hongrie, mais c'est pas le fascisme, c'est autre chose. Ça s'appelle pas le fascisme. Ça veut pas dire que ce soit moins inquiétant, mais ça s'appelle pas le fascisme, ne serait-ce que pour une chose, si vous voulez. Je veux dire, et ça, je l'ai bien senti en replongeant dans l'ambiance de l'époque. Je veux dire, par exemple, l'omniprésence de la violence de rue. Je veux dire, en Allemagne, dès 1933, la violence de rue est quotidienne. Les SA, les chemises brunes quadrillent les villes et les villages allemands. Voilà, on n'en est pas là ni en Italie, ni en Hongrie, ni au Brésil, pas encore. Et pour le coup, les correspondants étrangers, à la fois en Italie et au Brésil, et même aux États-Unis, ont un regard qui est quand même relativement lucide quant à ce qui se passe dans ces pays-là. Oui et non, pas toujours. Oui, alors... Parfois, ça va dans l'autre sens, si vous voulez. Je pense que les premiers mois de Trump, on a exagéré dans l'autre sens. C'est-à-dire, je veux dire, tout le monde s'est dit à un moment, Trump, ça va être Hitler, etc. Aujourd'hui, on voit que les États-Unis sont un pays où les contre-pouvoirs résistent. La presse résiste, le Congrès résiste, la justice résiste. Bon, la Cour suprême, c'est plus compliqué parce que là, voilà, mais les contre-pouvoirs résistent. En Italie, pour l'instant, les contre-pouvoirs résistent. Voilà. Je pense que voilà, le mot juste, toujours essayer de trouver le mot juste pour décrire une situation. Alors, j'ai une dernière question. Vous rendez un hommage dans votre ouvrage sur tout un chapitre qui est relativement paradoxal à l'humanité et à la croix. L'UMA, dont vous dites notamment qu'ils ont pris fait et cause pour les communistes allemands persécutés, qui avaient l'air tout dans le même temps, relativement indifférent à la question antisémite, voire parfois, lorsqu'il s'agissait de juifs bourgeois, ça allait même un peu plus loin. En fait, ce que vous présentez, c'est un journaliste qui est coincé dans sa grille de lecture, ou bien marxiste, ou bien chrétienne pour la croix. Mais vous pensez vraiment que ça marche comme ça, qu'on ne peut pas s'en extraire de cette grille de lecture ? J'en sais rien. Moi, je ne sais pas si on peut. Moi, j'ai lu la croix, j'ai lu les collections, j'ai lu l'UMA, j'ai lu les collections. Ce que je vois, c'est que la croix prend fait et cause pour les catholiques
persécuté par Hitler, pas persécuté de la même manière que les Juifs, mais enfin quand même c'était pas très sympa pour les catholiques ce qui s'est passé quand Hitler est arrivé. Ce contre-fou des communistes, bon, d'ailleurs toute la presse se contrefout des communistes allemands, hein. L'UMA prend fait et cause pour les communistes, un peu moins pour les Juifs. Enfin, à lire l'UMA, on a l'impression que les premières victimes, c'est les communistes. Alors, je ne sais pas si je rends hommage, je constate ça. Je rends hommage sur un point, c'est qu'effectivement, à relire aujourd'hui, l'UMA est le seul journal qui nomme les choses comme on les nomme aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le seul journal qui parle de la barbarie hitlérienne, par exemple. Aucun autre journal ne parle de la barbarie hitlérienne. Il y a des understatements permanents, on parle de la politique en cours, des actions en cours, etc. Pour prendre un exemple, la Nuit de Cristal, dont on a célébré le 80e anniversaire il y a quelques jours, là, mais vous liriez les journaux, mais c'est totalement soft. Le docteur Goebbels, à propos des actions en cours, a déclaré que, etc. Je veux dire, il n'y a que l'UMA, alors, pour des raisons politiques, parce que pour l'UMA, qui est totalement aligné évidemment sur la politique du Kremlin et de l'URSS à l'époque, sur la politique de Staline, Hitler, c'est l'ennemi. Je parle de 1933, hein, après ça a changé. Et donc, pour ces raisons-là, qu'on peut estimer être des mauvaises raisons journalistiques, si vous voulez, on peut avoir le sentiment, en lisant l'UMA, de lire un journal de propagande. Et d'ailleurs, je le dis, j'aurais été lecteur à l'époque, au bout de 3 jours, j'aurais arrêté de lire l'UMA, parce que je me serais dit, ok, c'est pas là-dedans que je serais informé. Et le terrible paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est relu avec tout le temps qui s'est écoulé entre-temps, c'est le seul journal qui appelle un chat, avec notre regard de lecteur de 2018. Le juste mot. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Schneiderman. Merci à vous.